Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Alors qu'une partie des réfugiés kurdes commence à quitter le camp de Fréjus pour des centres d'accueil, d'autres groupes ont choisi de passer les frontières en prenant le risque de tomber dans l'illégalité. Aux États-Unis, la mort suspecte d'un Français pendant sa garde à vue est excusable. Ainsi en a décidé un jury populaire qui classe donc l'affaire sans suite. La famille de la victime demande un procès au niveau fédéral. En Grande-Bretagne, l'épidémie de fièvre afteuse touche de nouvelles régions. Cette maladie particulièrement contagieuse concerne des milliers de porcs ou de moutons. Certains auraient pu être exportés, une hypothèse évoquée par le ministre britannique de l'Agriculture. Et puis du cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans d'Un crime au paradis, un film signé Jean Becker, à qui l'on doit Les Enfants du Marais ou encore L'été meurtrier. Cette fois-ci, il s'agit d'une libre adaptation de La Poisson de Sacha Guitry avec Jacques Villeray, André Dusselier et Josiane Balasco qui est l'invité de cette édition. Mais avant de dérouler l'actualité de ce dimanche, tout d'abord, cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Un tremblement de terre a été ressenti de Nice à Marseille. Et nous rejoignons tout de suite en direct notre correspondant à Nice, Olivier Théron. Avez-vous des précisions et quelle est l'amplitude de ce tremblement de terre ? Pas de précision, c'est encore trop tôt. Le tremblement de terre a eu lieu vers 19h30. Nous étions ici en train de monter dans les locaux de France 2 et nous avons ressenti une secousse vraiment forte qui a duré entre 5 et 7 secondes. Bien sûr, nous avons tout de suite appelé le centre de secours, le centre des pompiers, pour voir s'il y avait des dégâts. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a des dégâts importants sur Nice et d'ailleurs surtout le sud de la France, puisque la secousse a été ressentie dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi du côté italien de la frontière. A priori, il n'y aurait pas de dégâts importants, mais bien sûr, il faut prendre toutes ces informations au conditionnel. Ce que l'on sait en revanche, c'est que c'est une des secousses les plus importantes qui ait été ressentie ici depuis de nombreuses années. Merci Olivier de ces premières précisions. Bien évidemment, vous pourriez intervenir en cours de ce journal si vous aviez d'autres informations. Depuis ce matin, les portes du camp militaire de Fréjus se sont ouvertes et les réfugiés kurdes ont commencé à être acheminés vers des centres d'accueil dispersés un peu partout en France. Reste que la Croix-Rouge annonce aujourd'hui que près de la moitié d'entre eux ont pris le parti de circuler par leurs propres moyens. Une situation complexe, équivoque, pour quelques groupes qui ont passé les frontières pour être ramenés en France presque aussitôt. Le chemin de la liberté à tout prix risque de conduire ces réfugiés dans l'illégalité. Yasmina Farber, Christian Gallet. La police allemande est en alerte. De petits groupes de Kurdes ont repris les chemins de la clandestinité pour passer outre-Rhin. Très vite, ils sont repérés et remis entre les mains des autorités françaises à la police aux frontières. Là, c'est la Croix-Rouge qui reprend en charge ces familles. Ils ont beaucoup souffert, ils étaient habillés correctement, ça c'est clair. Mais naturellement, une nuit passée en garde à vue, sans lacets, sans effet personnel, ça a dû les traumatiser énormément. Munis de leur sauf-conduit, les Kurdes peuvent circuler en France. Quelques-uns ont été interceptés à la gare de Strasbourg. On les dissuade d'aller en Allemagne. Là-bas, ils seront en situation irrégulière. 7 adultes et 9 enfants. Okay. Pour eux, l'Allemagne, c'est la promesse d'une communauté qui les attend, la présence d'amis, de membres de leur famille. Mais déjà 80 réfugiés ont été bloqués à 3 postes frontières dans l'est de la France. À 900 km, sur les bancs de la gare de Fréjus, encore des candidats au départ, mais ils ne disent pas clairement qu'ils veulent partir. Où il veut aller là? Où il veut aller? On est venu juste là pour promener, pour passer le temps. À la gare. Une promenade, histoire de voir les possibilités de voyage, pendant que d'autres négocient un moyen de locomotion en ville. Autour du camp, la rumeur court vite. Des passeurs essayent de soutirer les dernières économies des naufragés de Saint-Raphaël. À l'intérieur du camp, les associations tentent de décourager les candidats au départ en affichant des messages. On leur a mis donc, la sortie du camp sans votre APS, c'est-à-dire l'autorisation provisoire de séjour. Donc vous encourez tous les risques et vous en êtes responsable. Donc vous perdez tous vos droits, vous risquez la reconduite à la frontière. Entre 200 et 300 réfugiés auraient quitté le camp trop militaire selon certains. Pour détendre l'atmosphère, le Secours catholique a organisé une petite fête, histoire de les rassurer en attendant les autorisations provisoires de séjour, histoire de canaliser des départs incertains avec d'autres vendeurs de rêves.
Et un groupe de 38 réfugiés kurdes qui sont arrivés par leurs propres moyens à Paris ce matin sont hébergés au centre Emmaüs depuis cette fin d'après-midi. Voyons maintenant la voie la plus conforme. Près de 80 réfugiés kurdes sont arrivés en milieu d'après-midi en Savoie, dans le centre d'accueil de la Croix-Rouge à Modane. Des familles entières, toutes volontaires au départ et qui ont été acheminées en car dans ce nouveau centre d'hébergement dans lequel ils devraient rester quelques semaines. Virginie Fichet. Ils descendent calmement, presque timidement. Les 7 heures de trajet ont été éprouvantes. Parmi les 82 arrivants, les 2 tiers ont moins de 18 ans. Ce sont des familles nombreuses, toutes volontaires pour venir ici tenter d'écrire une nouvelle page de leur aventure. J'ai donné un coup d'œil à la descente. C'est vrai qu'il y en a, il faudra vite que je trouve des chaussures, des chaussettes, etc. Vous avez remarqué qu'on est dans une région de montagne. Je m'attendais à voir arriver des montagnards et en définitive, ils n'ont pas tout à fait les vêtements qu'il fallait. Ce matin à Fréjus, ils ont quitté sans regret l'ancienne caserne. Heureux peut-être de partir enfin à la découverte de cette France qui leur semblait jusqu'à présent si irréelle. Donc là, pour la famille Darwish, il y a 3 chambres. À Modane, comme les autres, les 12 membres de la famille Darwish retrouvent les prémices d'une vie privée, loin des dortoirs. Le début d'un répit qu'ils espèrent durable. En arrivant ici, on savait qu'on trouverait la tranquillité pour avoir une vie stable, qu'on pourrait envoyer nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent le français, et puis nous aussi. La plupart possèdent une autorisation provisoire de séjour de 3 mois, mais normalement, le centre de la Croix-Rouge n'a pas vocation à gérer autre chose que l'urgence. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier à la fois leurs besoins et à la fois les offres d'accueil, et dans un certain temps, que je ne peux pas vous indiquer pour l'instant, de mettre en adéquation les besoins de ces personnes et les possibilités d'accueil. Ville frontalière, Modane est habituée au transit d'immigrés, mais cette fois sa tradition d'accueil risque d'être confrontée à la durée. Pendant 3 mois, ces gens vont être là, vont vivre ici, vont aller à Modane, côtoyer la population de Modane, et je souhaite que tout se passe bien. Dès demain, les formalités administratives de demande d'asile politique reprendront. Une évaluation de tous les besoins sanitaires et sociaux commencera. Mais pour eux, c'est avant tout une vie presque normale qui débutera. Venons-en à cet accident de car qui s'est produit sur l'autoroute A4 en Moselle. À son bord, des adolescents britanniques et quelques accompagnateurs. Au total, une 50aine de personnes. Pour des raisons inexpliquées, le véhicule s'est couché dans le fossé. Bilan 3 blessés graves et 8 blessés légers. La Grande-Bretagne prend les grands moyens pour tenter d'endiguer l'épidémie de fièvre afteuse, particulièrement contagieuse pour le bétail. Un nouveau foyer de la maladie aurait été détecté dans le sud-ouest du pays, abattage systématique de milliers de porcs et incinération des carcasses pour mettre un terme à la propagation de cette maladie qui se transmet aussi bien par les chaussures, les vêtements, le vent ou encore les roues de voiture. Des régions entières sont placées en quarantaine, mais la question est de savoir maintenant si les frontières sont bien hermétiques. Si l'on en croit les dernières déclarations du ministre britannique de l'Agriculture, on peut envisager que des moutons malades aient été exportés. C'est une hypothèse plausible. Jérôme Benny. C'est dans l'urgence que les services sanitaires britanniques préparent d'immenses bûchers dans le Northumberland, sans doute la source de l'épidémie. Des milliers de carcasses, surtout des porcs, mais aussi des vaches et des moutons, touchés par la fièvre afteuse, vont être incinérés. Même préparatif dans l'abattoir de l'Essex où les vétérinaires ont détecté la maladie lundi dernier. Aux 4 coins de l'Angleterre, c'est le branle-bas de combat pour éviter une épidémie aussi catastrophique que celle de 1967 qui avait entraîné l'abattage de 430 000 bêtes. Un nouveau foyer d'infection vient d'être découvert dans l'ouest de l'Angleterre, dans le Devon. Nouveau sujet d'inquiétude pour les autorités. C'est un nouveau développement très sérieux, mais exactement le type de développement que notre politique était destinée à contenir. Nick Brown rencontrera demain à Bruxelles ses homologues européens auxquels il faudra expliquer qu'après celle de la vache folle, l'Angleterre pourrait avoir exporté une nouvelle épidémie dévastatrice. En effet, le 7e foyer d'infection se trouve dans une ferme qui travaillait avec l'Europe. C'est une exploitation très étendue qui pose des problèmes de logistique. Il y a un grand nombre de fermes sur la propriété. Et d'après ce que je comprends, elle exporte vers le continent. Toute la question est de savoir si des moutons infectés ont été exportés avant l'embargo européen établi mercredi dernier.
Dans cette ferme de l'Essex aussi, on prépare un bûcher. Et la découverte de ces nouveaux sites d'infection à l'ouest du pays, à l'autre bout de l'Angleterre, ne fait qu'augmenter l'inquiétude générale dans les campagnes. Le ministre britannique de l'Agriculture reconnaît lui-même que dans l'état actuel des choses, il est impossible de dire jusqu'où l'épidémie ira. Le salon de l'agriculture à Paris vient de refermer ses portes. Malgré la crise de la vache folle, le public était bien au rendez-vous. Quelques 600 000 visiteurs, une façon de démontrer l'intérêt des Français pour l'agriculture et leurs préoccupations concernant la sécurité alimentaire. Demain, le Conseil européen de Bruxelles doit étudier les moyens pour compenser les pertes économiques des agriculteurs frappés par la crise aiguë de la vache folle. Certains déjà n'ont pu résister à l'endettement et aux crises successives. Dans les campagnes, les faillites sont de plus en plus nombreuses. On attend le dernier moment pour déposer le bilan. Portrait d'un de ces éleveurs qui, à contre-cœur, a dû déposer son bilan et se recycler pour survivre. Reportage, Éric Mézy et Cyril Paquet. Tout est délabré, hein. C'est resté dans l'état. Jean-François ne remet presque jamais les pieds sur son ancienne exploitation. Éleveur de lapins et de poulets, il a déposé son bilan il y a 2 ans. Les outils, le toit des bâtiments, il a vendu tout ce qu'il a pu pour payer ses dettes. Le reste est là, à l'abandon. Quand j'ai abattu les derniers lapins, j'ai même pas eu envie de nettoyer les clapiers. J'en avais vu la vie que je menais à ce moment-là, j'avais pas envie de fignoler, hein. Pourtant, son affaire ne marchait pas trop mal. 2 salariés avaient été embauchés. Jean-François maîtrisait tout, de l'aliment jusqu'à la commercialisation. Le grain de sable, ça a été la mise aux normes européennes. Il lui aurait fallu investir 1 million de francs dans un abattoir neuf, avec l'obligation de produire toujours plus, juste pour rembourser. Peut-être que c'est pas plus mal. Peut-être que tant mieux que la banque ne m'ait pas donné ce million de francs là pour mettre mon abattoir aux normes, parce que j'ai l'impression que je serais devenu dingue avec ça après. Ça devenait trop compliqué. Il aurait fallu doubler l'élevage, doubler la production, doubler la quantité de nourriture, embaucher d'autres salariés, trouver d'autres marchés. Aujourd'hui, il est devenu chauffeur-livreur. Difficile au début d'accepter de ne plus être son propre patron. Mais son cas n'est pas isolé. Les dernières crises du porc ou du poulet ont causé des milliers de faillites dans les campagnes. La plupart du temps, des petits exploitants. Les autres, ceux qui ont passé le cap, c'est souvent au prix d'un endettement énorme avec toutes ses conséquences. Eh ben, je te souhaite de passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on ne voit pas la misère dans les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère et qui essayent de survivre en élevant leurs produits et en faisant le strict minimum. Pour faire face aux créanciers et ne plus se laisser déposséder, des éleveurs ont fondé Solidarité Paysanne, un réseau d'entraide nationale. Le jour où ils sont arrivés pour chercher tout le matériel et tous les équipements, le jour de la saisie, c'est affolant pour la famille. Les gens, il y a eu tentative de suicide, il y a eu... Leur premier soin, relever moralement l'exploitant et tenter de sauver sa ferme. Puis, ils renégocient le remboursement de la dette et parfois même son abandon. Alors, les maillons de l'agriculture, le Crédit Agricole, la Mutualité Sociale Agricole, les coopératives n'ont pas intérêt à se faire de la publicité en vidant les campagnes et en faisant saisir les maisons et les biens des exploitants. Grâce à l'association, Jean-François a pu garder sa maison. Ce soir-là, il recevait ses enfants. Son couple n'a pas survécu à la crise. Aujourd'hui, il essaie d'oublier ce pourquoi il a si durement travaillé. Ça a été le déchirement total, hein. Le déchirement total. J'ai passé ma vie à bosser et à vouloir être agriculteur et à me battre pour ce métier dans lequel je croyais profondément. Parce que c'était pour moi aussi quelque chose qui me conduisait vers la liberté. Aux États-Unis, le décès suspect d'un Français mort asphyxié dans un commissariat de Las Vegas pendant sa garde à vue serait excusable. Ainsi en a décidé un jury populaire au terme d'une audience qui s'est déroulée hier dans l'État du Nevada. Autrement dit, l'affaire serait close, mais la famille de la victime estime que l'enquête n'a pas été conduite de façon indépendante et souhaite maintenant un procès équitable au niveau fédéral. Étienne Lénart. Le tribunal de Las Vegas ne désemplit jamais. C'est ici en effet qu'on y délivre les certificats de mariage aux amoureux du monde entier. Et c'est ici aussi qu'on y délivre la justice du Nevada. Question du jour, la mort dans une prison de la ville du Français Philippe Lemesne était-elle accidentelle ou criminelle? Pour le savoir, on entendit ses voisins de cellule ce jour-là qui assurèrent n'avoir rien noté d'anormal si ce n'est des bruits de bagarre. On revisionna les 5 minutes de bagarre en question, filmées par la caméra de surveillance, 4 puis 5 gardiens tentant de contrôler leur détenu avant de constater son décès. Dans une belle unanimité, les 5 officiers insisteront sur sa force colossale, justifiant leurs actes désordonnés. Mais l'autopsie, elle, a indiqué que Philippe Lemesne était décédé d'une trop forte pression au niveau du cou. Il était incroyablement costaud. Il m'a fait valser.
Et pourtant, je pèse 130 kilos. Face à lui, on était un peu comme des pantins dans la cellule. On n'arrivait pas à le calmer, à contrôler ses mouvements. Dans la salle d'audience, la frustration du cousin de Philippe Lemaine, qui réside lui en Californie, est perceptible. En vertu des lois du Nevada, dans ce genre d'audience, l'avocat du plaignant ou de sa famille ne peut pas s'exprimer. Il pose ses questions par écrit et les fait transmettre au juge. Il n'a pas véritablement voix au chapitre, il n'a pas accès aux témoins, les débats étant conduits par le juge et par le procureur. Ça va que dans un seul sens, là. On ne peut pas répondre, on ne peut pas poser de questions, et on n'avait pas accès à toutes ces informations avant de venir ici ce matin. Hein. On ne savait pas du tout ce qu'ils allaient faire, qui ils allaient présenter, qu'est-ce qu'ils allaient leur faire dire. Et après 2 longues journées d'audience, la justice de Las Vegas a donc décidé d'absoudre la police de Las Vegas. Pour elle, l'affaire est donc close. Il ne reste plus désormais à la famille de Philippe Lemaine qu'à espérer une réparation devant un tribunal civil, ou que le ministère américain de la Justice ordonnera une enquête indépendante. Au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain arrivé hier marque les premiers jalons de la diplomatie du gouvernement Bush dans la région en appelant à l'arrêt des violences, mais surtout Colin Powell demande à Israël de mettre un terme au blocus des territoires palestiniens. Charles Anderlin. C'était la première rencontre officielle du Premier ministre élu. Merci, dit-il, à l'attention des photographes. Sous-entendu, ça suffit. Eh bien non, il faut encore une poignée de main. De la discussion entre les 2 hommes, nous ne savons que ce qu'ils ont bien voulu nous dire au cours de leur conférence de presse. Ariel Sharon a révélé qu'il a décrit à Colin Powell les mesures qu'il compte prendre pour améliorer la situation économique dans les territoires palestiniens si le calme revient. Et d'insister, Israël ne négociera pas sous la pression du terrorisme et de la violence. Le secrétaire d'État a appelé Israéliens et Palestiniens à travailler dur pour ramener la violence sous contrôle et sortir de ce cycle terrible de provocation et contre-provocation. Il a reconnu en réponse à une question qu'il ne s'attendait pas aux vives réactions qui, dans le monde arabe, ont suivi les derniers bombardements américains en Irak. De fait, des manifestations pro-irakiennes ont eu lieu un peu partout dans les territoires palestiniens. Ici à Ramallah, où même les dirigeants locaux du Fatah n'ont pas pu empêcher le défilé d'arrivée devant le bureau d'Arafat où il recevait M. Powell. Nouvelle conférence de presse, le secrétaire d'État a lancé un appel à la levée rapide du bouclage de la Cisjordanie et de Gaza par l'armée israélienne. Yasser Arafat a expliqué qu'il lui est impossible de ramener le calme puisqu'il ne peut même pas se déplacer d'une localité à une autre. Le chef de la diplomatie américaine est reparti. Il a désormais en main tous les éléments du dossier israélo-palestinien. Et les célébrations du 10e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe, qui a donc marqué la libération du Koweït après 7 mois d'occupation irakienne. Sur place, l'ex-président américain George Bush, entouré des acteurs de l'époque, pour assister à la grande parade militaire. Richard Binet. Des bombardiers de l'US Air Force survolant à nouveau Kuwait City, cette fois en temps de paix. Pour célébrer le 10e anniversaire de sa libération par les forces alliées, les autorités du Koweït ont voulu des invités de marque. L'ancien président américain George Bush Senior, John Major qui dirigea le cabinet de guerre britannique, Margaret Thatcher, les principaux acteurs de la guerre du Golfe. Le 2 août 1990, les troupes de Saddam Hussein envahissaient le petit émirat et proclamaient le Koweït 19e province de l'Irak. Le président George Bush, sous mandat onusien, met sur pied une coalition de 29 pays, dont certains États arabes. En tout, 700 000 soldats, le plus vaste déploiement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nom de l'opération, Tempête du désert. Durant 38 jours, les forces alliées bombardent le territoire irakien. Saddam Hussein pratique la politique de la terre brûlée et ordonne l'incendie de 700 puits de pétrole. Mais 2 jours plus tard, l'offensive terrestre commence. Épuisés, des milliers de soldats de l'armée que l'on présentait alors comme la 4e force mondiale se rendent. Le 26 février 1991, le Koweït est libéré. Aujourd'hui, Kuwait City fêtait sa liberté retrouvée. Dans une insouciance toute relative, 10 ans après la guerre, 4500 soldats américains montent toujours la garde à sa frontière irakienne.
Opération militaire en Algérie. Les forces de sécurité ont abattu 40 militants islamistes ces 2 derniers jours lors d'une opération de nettoyage menée contre des bastions rebelles. C'est ce qu'indiquent du moins les autorités algériennes, relayées par la presse. Et puis à Belgrade, l'arrestation de l'ancien chef de la police secrète serbe, Rade Marković. Il est à juste titre considéré comme le très proche allié de l'ancien président yougoslave Milosevic. Politique française, avec d'abord cette déclaration de Jean-Pierre Chevènement qui considère que Jacques Chirac s'est réveillé un peu tard, je cite, sur le dossier corse. Jean-Pierre Chevènement redit une nouvelle fois que ce projet de loi est inconstitutionnel et affirme au passage que le président de la République aurait pu enrayer le processus dès le 14 juillet dernier. Lionel Jospin en pleine campagne pour les municipales, multiplie ses déplacements. Demain, il sera dans le sud avec un arrêt à Montélimar pour soutenir la candidature de la gauche plurielle. Thierry Clopeau, Alain Locaccio. L'A7, l'autoroute du Soleil, kilomètre 120. Montélimar, sa plus grande aire autoroutière d'Europe, c'est Nougat. C'est ici, quand on descend dans le sud, que le temps change. Ce n'est pas une légende, c'est un microclimat. Côté climat, pour la gauche plurielle et Catherine Coutard, il est plutôt au beau fixe. Soutenu il y a un mois par Jean-Pierre Chevènement et François Hollande en visite dans la Drôme, ce médecin urgentiste de 40 ans part à la conquête d'une mairie détenue par la droite modérée depuis 12 ans. Montélimar est, paraît-il, le petit paradis de la gauche plurielle, avec comme fleuron la parité et l'union de toutes les sensibilités. Une femme de gauche est en mesure de l'emporter dans une ville de 30 000 habitants, et c'est plutôt rare. Une femme chevènementiste, c'est doublement ça. Le renouveau, la droiture, l'honnêteté. Tous les électeurs, quel que soit leur bord politique aujourd'hui, aspirent à ça. On ne cache pas ce que nous sommes. Les valeurs qui nous lient, ou comment pourrait-on dire, l'humain est au centre du projet. Ça, c'est notre caractéristique d'équipe de gauche. L'humanisation de la politique chère à Catherine Coutard passe par une mobilisation pour la petite enfance. Elle se bat contre les fermetures de classes dans le centre-ville et projette de construire de véritables crèches municipales. C'est son combat de mère de famille. À droite, son adversaire de la droite unie, Franck Régnier, utilise les nougats à son nom pour appâter l'électeur dans le difficile exercice du porte-à-porte. Pour sa première campagne municipale, ce jeune informaticien a reçu le soutien de Thierry Cornillet, ancien président du Parti radical. Certains lui reprochent son inexpérience. Lui rétorque que c'est le sport de masse et de compétition qui donnera un nouvel élan à cette ville où un tiers des Montiliens sont licenciés dans un club sportif, un record en France. Le sport, c'est défendre des valeurs. Et ces valeurs qui sont une école de respect, une école de tolérance, une école de la vie, je dirais, au niveau du sport, peut nous aider à lutter contre l'incivisme et contre l'insécurité. Donc ces valeurs, moi j'ai envie qu'elles soient plus fortes dans notre société. Jean-Claude Fauchil sera le 3e larron de cette élection. Lui aussi a pris conscience du manque d'équipements sportifs. Ce sera d'ailleurs l'enjeu du scrutin. Pendant 11 ans, il a été adjoint à l'urbanisme. Depuis, il a fait dissidence. Il se présente sans étiquette et il joue sur son image populaire de chef d'entreprise bien implanté dans la région. Ils savent que je suis très pragmatique, que j'ai le sens des coûts et de la gestion. Donc j'ai souci, par exemple, de maintenir une fiscalité tout à fait stable à Montélimar. À Montélimar, c'est une campagne tout en douceur, sur fond de nougat, avec en fait 3 programmes presque identiques. Dans cette ville où la victoire en 95 s'est jouée de seulement 300 voix, la différence se fera plus sur la personnalité des candidats que sur leur appartenance à un parti. Et en 2001, une récente étude montre que ce sont les femmes qui sont les favorites des Français pour un mandat de maire. Et Lionel Jospin a décidé d'annuler demain son déplacement à Saint-Étienne en raison des risques de manifestation. Revenons à présent sur cette information que je vous donnais en tout début de journal. Un tremblement de terre aurait été ressenti de Nice à Marseille, donc sur la Côte d'Azur. Nous retrouvons tout de suite en direct notre correspondant Olivier Théron. Apparemment, les informations sont plus rassurantes. Oui, effectivement, nous avons ressenti donc vers 19h30 une secousse qui a duré à peu près entre 5 et 7 secondes, qui était particulièrement démonstrative, qui a affolé vraiment la population. Les services de secours ont été pris d'assaut téléphoniquement. Ils nous ont fait savoir par la suite qu'il s'agissait d'une petite secousse qui n'avait pas fait de victimes. On peut dire cependant que cette secousse a été ressentie des Bouches-du-Rhône, mais jusqu'à l'Italie aussi. Pour l'instant, donc, il n'y aurait pas de dégâts. Nous verrons par la suite. Nous ne savons toujours pas d'ailleurs ni la magnitude, ni l'épicentre de ce tremblement de terre. Merci Olivier Théron de ces toutes dernières informations.
La victoire des premiers navigateurs du Vendée Globe qui ont rejoint les Sables d'Olonne ne doit pas nous faire oublier le difficile parcours des autres concurrents, à l'exemple d'Yves Parlier qui a dématé il y a plus de 2 mois et qui manque cruellement de nourriture. Voici ce qu'il témoigne, son témoignage repris lors d'une liaison téléphonique en fin de journée. Julien Hérichon. On les dit seul au monde, le terme n'est pas usurpé. Les marins du Vendée Globe sont encore 12 en course. Avalant les difficultés, Yves Parlier continue son odyssée. Au départ, pour un gain de vitesse peut-être, par optimisme sans doute, il embarque à bord de quoi se nourrir pour 100 jours seulement. Son tour du monde se prolonge, 107 jours désormais, Parlier doit innover. MacGyver des océans, Robinson des mers, Parlier se débrouille pour pêcher. Chaque prise est une libération. Des petits poissons, une dorade qu'il doit rationner, du sel qu'il recueille sur son pont et des algues à foison. Sans discontinuer, des repas de fruits de mer entre plaisir et galère. J'ai beaucoup d'algues, donc ça c'est une bonne chose. Le risque c'est qu'elles pourrissent ou que je m'écœure. Et sinon, c'est vrai que pour moi c'est aussi un jeu quand même. Ça m'intéresse de vivre des ressources de la mer. Je vois la mer d'une façon différente. Gallet, Hall, Carpentier, mais aussi Mike Golding, qui devrait être le prochain à rejoindre les Sables d'Olonne, ont eux aussi quelques envies, au demeurant parfois plus anecdotiques. À bord, je n'ai plus de sucre, plus de café, plus de lait. Tout est fini. Je n'ai plus de cigarettes non plus. Je vais me mettre à fumer les cordages. Des péripéties du système D, les marins du Vendée Globe 2000 ont prouvé qu'ils n'étaient pas seulement des sportifs, mais aussi des aventuriers. Football avec le match qui a opposé Saint-Etienne à Niort en quart de finale de la Coupe de la Ligue cet après-midi. Une nouvelle descente aux enfers pour Saint-Etienne qui s'est fait éliminer 3-2 par un club de 2e division. Après les qualifications de Lyon et de Monaco, l'équipe de Niort est le seul club de 2e division à atteindre le dernier carré. La cérémonie des Césars hier soir a consacré sans surprise les 2 films donnés largement favoris, Le goût des autres d'Agnès Jaoui et Harry un ami qui veut vous du bien, une distribution plutôt équitable des prix. Voici quelques-uns des meilleurs moments. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Il y a des habitudes dont on ne se lasse pas, comme celle de voir ces deux-là monter sur scène. Charge contre les querelles de chapelle, Le goût des autres a réconcilié tout le monde, le public, les critiques et les professionnels. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Je vous remercie beaucoup de votre amour, en tout cas de votre sympathie et de votre reconnaissance. 5 ans plus tôt, Agnès Jaoui jouait les bons augures. Je trouve qu'il y a eu des très beaux films cette année. Et c'est absurde de penser qu'on va peut-être perdre le cinéma français alors qu'il n'a jamais été aussi beau. Eh bien justement, en 2001, le cinéma français exulte avec 3 films proches des 4 millions d'entrées et la relève ne se contente pas de piaffer aux portes du succès comme Dominique Moll, meilleur réalisateur pour Harry, un ami qui vous veut du bien, un film qui vaut également à son interprète, Sergi Lopez, le César du meilleur acteur. Avec un pochis dans la tête. Spectaculaire. À quoi t'es passé à faire? Les Césars, ça n'est donc pas que pour les stars et les champions du box-office. Hier, c'était Dominique Blanc, la meilleure actrice pour un film méconnu, Stand By. C'est un film tous les deux incroyablement fragile, qui est sorti au cœur de l'été dans un désert total. Et on ne pouvait jamais imaginer d'être nommé, et je pouvais lui non plus jamais imaginer d'être là maintenant. J'espère que papa est fier du fiston. Hier soir, on avait tous de l'espoir pour Jalil Lesper, plein de ressources humaines, ou Sylvie Testu et ses blessures assassines. Hier soir, on était tous comme les personnages d'In the Mood for Love, César du meilleur film étranger, prêts à aimer. Prêts à aimer ce cinéma-là, à la fois d'auteurs et populaires, et ceux qui le font. Cinéma encore avec la sortie mercredi prochain sur les écrans d'Un crime au paradis avec Jacques Villeray, André Dusselier et Josiane Balasco qui est notre invitée. Cette adaptation plutôt très libre de La Poison de Sacha Guitry est signée Jean Becker à qui l'on doit Les Enfants du Marais, Lisa ou encore L'été meurtrier. Un univers et une écriture propre au cinéaste avec pour point de départ cette idée astucieuse, celle d'un homme qui va trouver un avocat réputé pour savoir comment déguiser le meurtre de sa femme, une parfaite mégère magistralement interprétée par Josiane Balasco. Reportage Marie Joshua.
Oui, sèche. Je t'emmerde. Il rêve de la tuer. Elle veut l'empoisonner. Mariés pour le pire, Jojo et Lulu consentent à eux seuls l'enfer conjugal. Tu la baiserais, toi? Bah tu vois, je peux même pas être cocu. C'est Jojo qui passera à l'acte. Vous, quand vous en pouvez plus de votre femme, vous pouvez divorcer. Nous, on peut pas. Il y a les bêtes, il y a les terres, tout ça, ça se partage pas. Non sans avoir consulté auparavant un célèbre avocat spécialiste de l'acquittement. Essayez de vous souvenir, elle avait bien fait quelque chose pour que vous en veniez aux mains. Elle a pissé dans la soupe. Je suis pas un affreux Jojo, je suis un homme qui souffre beaucoup d'une femme délibérément et totalement alcoolique et d'un rapport de couple qui est la haine à l'état pur de tous les instants. 40 ans après Sacha Guitry, Jean Becker reprend le thème de la poison. Une adaptation écrite avec Sébastien Japrisot pour le plus grand bonheur de Jacques Villeray, dont c'était justement le film de chevet. Fan de Michel Simon, il connaissait déjà toutes les répliques du film. Quant à Josiane Balasco, la terrible Lulu, Jean Becker avait très peur qu'elle n'accepte pas d'interpréter un personnage aussi odieux. Elle en a même rajouté. J'aurais peut-être pas osé lui demander de se mettre justement une verrue et tout le truc comme ça, sans les dire en quelque sorte. Elle a voulu se faire un personnage d'une femme qui est assez repoussante, qui sans charme. Moi je ferais 3 bouteilles d'eau minérale. On ne boit que de l'eau minérale chez nous. Ça se voit. Oh! Bah tiens, donnez-moi 3 moi aussi. De l'eau minérale? Oui, c'est pour nettoyer les cabinets. On nettoie les cabinets avec l'eau minérale chez nous. Y a du menata? Poisson d'avril. Moi je suis au spectacle avec eux, moi. Je les regarde, ils me réjouissent. Quoi. Nouvelle venue dans l'univers de Jean Becker, Josiane Balasco a retrouvé ici son partenaire de Papy fait de la résistance. Une association de comédiens aussi magnifiquement sordide à l'écran que ludique sur le tournage. C'est un private joke. Josiane Balasco, bonsoir. Bonsoir. Avec votre langage réputé plutôt direct, comment vous décririez votre personnage? Oh, c'est une teigne. C'est vraiment une teigne. Et c'est surtout, c'est vrai ce que disait Jean, c'est aussi une alcoolique. Donc j'ai construit le personnage en pensant qu'elle a le vin méchant, et qu'elle a le vin méchant pratiquement dès le matin. Dès le matin. Et quand Jean me dirigeait, il me disait là, tu en es à ta 2e bouteille de vin. Donc tu es dans tel état d'alcoolémie, disons, donc d'agressivité, puisque tout passe par l'agressivité. Donc dire que vous êtes détestable à souhait, c'est un compliment? Oui, là c'est un compliment parce qu'il fallait rendre le personnage, il fallait pas le sauver, essayer de lui rajouter un petit charme, puisque cette femme est vraiment l'enfer de son mari. Et quand il s'en débarrasse, finalement, tout le monde est content. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'interprétation réussie, c'est d'être comme spectateur dans la salle, avoir envie de faire ce que fait son mari, c'est-à-dire tenter de l'assassiner. Il n'a pas fait plus tôt. On se demande pourquoi il a mis autant de temps. Comment vous arrangez, Josiane Balasco, avec votre féminité quand vous plongez dans des personnages aussi extrêmes? En plus, c'est vous qui en rajoutez. Oui. La féminité, je sais que je suis une fille, voilà, pas de problème. Et puis après, on travaille le personnage, on travaille avec la costumière, en essayant de voir ce qui va aller le moins bien, donc le mieux pour le personnage. Et puis la tête, je me la fais avec le maquilleur, le coiffeur, je me fais une tête. Alors évidemment, on a envie de penser dans ces rapports de couple aussi paroxystiques, à des films comme Le Chat, Signor et Gabin, il y a des affrontements aussi détestables. Sauf qu'il y a une aussi grande violence, mais il y a toujours un peu d'humour et de la comédie dans le film, parce qu'il y a des moments très 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 violents, et puis par ailleurs, il y a des moments très drôles. C'est-à-dire que les personnages sont confrontés à des situations plutôt drôles. Alors, vos personnages, forcément, on l'a tous noté, sont toujours à l'extrême. Vous plongez toujours et vous accumulez des personnages qui sont toujours dans l'extrême. Est-ce que c'est votre registre? Est-ce que c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment vous exprimer pleinement? Je sais pas, on m'a proposé des personnages extrêmes, c'est vrai. Moi-même, j'en crée. Mais à vrai dire... J'aime bien les personnages extrêmes, parce que le cinéma, ça doit être autre chose que le quotidien. Donc le fait de jouer des gens qu'on ne va pas forcément croiser dans la rue, mais qui existent, parce que Lulu, elle existe, dans tous les villages, il y a un ou une personne ou un homme ou une femme qui est vraiment la poison pour tout le monde. Alors vous enchaînez les scénarios, vous êtes au théâtre, vous êtes au cinéma. C'est quoi votre carburant? On a l'impression que c'est une capacité incroyable de travail ou c'est une dose d'angoisse folle? Non, la passion. La passion, oui. Et puis je veux dire que de travailler, ça vous recharge. On recharge ses batteries en travaillant dans ce métier. Quand on arrive fatigué au théâtre, quand on sort du théâtre, on n'est plus fatigué, on a envie, au contraire, on n'arrive pas à dormir tellement on est rechargé. Et au cinéma, c'est pareil, c'est fatigant, mais à la fois le travail que l'on fait vous
vous redonne un coup de fouet à chaque fois. Quelle relation vous entretenez au théâtre, par exemple, avec les spectateurs? Parce que vous avez joué de très longs moments au théâtre. Tous les soirs, sur scène, c'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est une rencontre? Ah oui, les gens viennent. D'abord, ils viennent, ils vous font confiance quand ils vont au théâtre, parce que c'est vrai qu'une pièce de théâtre, dans le théâtre privé, ça coûte cher, la place. C'est un moment un peu privilégié. On s'habille, après on va au restaurant, donc c'est un moment important pour le spectateur. Vous aimez cette vie-là? Oui, et donc quand il va s'asseoir dans le fauteuil, c'est quand on reçoit des amis chez soi, on n'a pas envie de leur filer un plat infect. Vous voyez, donc on a envie, quand ils ressortent, qu'ils soient heureux. Et on le sent immédiatement, ça. Quand on est sur une scène, on sent le plaisir qu'a le merci public. qu'on vous donne immédiatement. Voilà. Une dernière question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous reste de vos racines yougoslaves ou plutôt croates? De la famille. De la famille, oui. Puis je parle un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je parle un peu. Merci Josiane Belasco d'avoir répondu à nos questions. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Alors qu'une partie des réfugiés kurdes commence à quitter le camp de Fréjus pour des centres d'accueil, d'autres groupes ont choisi de passer les frontières en prenant le risque de tomber dans l'illégalité. En Grande-Bretagne, l'épidémie de fièvre afteuse touche de nouvelles régions. Cette maladie particulièrement contagieuse concerne des milliers de porcs et peut-être de moutons. Certains auraient pu être exportés, une hypothèse évoquée par le ministre britannique de l'Agriculture. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h50, votre film du dimanche, Fair Game, avec Cindy Crawford et William Baldwin. 0h15, le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain, 13h, le journal présenté par Gérard Rolls. À 20h, vous retrouverez Claude Sérian. Et en deuxième partie de soirée, mots croisés, le thème de l'émission d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Faut-il accorder largement le droit d'asile? Faut-il revoir la politique d'immigration en France et en Europe après l'arrivée des quelques 900 Kurdes la semaine dernière? Parmi les invités, Pierre Moscovici, ministre des Affaires européennes, et Bernard-Henri Lévy. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2.